Déjà, bonsoir à tous. Moi, c'est Laurent Le Crabe. J'ai 33 ans, donc je suis photographe indépendant depuis 2013. Donc, je me suis vraiment lancé professionnellement en 2013. Je faisais de la photo auparavant, bien sûr, mais à titre de loisir. Je suis membre du studio Hans Lucas et également community manager et curateur, parce que j'ai une activité aussi de consultant digital à côté de ça. Et moi, à la base des bases des bases, je viens de la street photographie, en fait, comme beaucoup, je pense. Comme beaucoup, je pense. Voilà pour la présentation. De base, je suis originaire de banlieue parisienne. Et ça va faire 5 ans que je suis installé à Marseille, Marseille centre-ville. Voilà, donc je travaille plutôt sur Marseille, sur toute la région PACA. Donc je viendrai un peu plus tard, mais en fait, le fait d'être passé au Leica Q, enfin au système Q, Q2, ça a été pour moi enfin, un changement à titre professionnel. Et c'est notamment suite à ce changement-là que j'ai pu me développer professionnellement dans la région. On arrivait à travailler régulièrement avec des titres comme l'équipe France Football, par exemple. Donc voilà, donc c'est le boîtier, moi, qui a correspondu parfaitement à ma pratique photo et que je cherchais depuis un moment. Voilà pour la petite présentation. Ok, je te remercie. J'ai oublié de rappeler quelque chose, c'est que vous avez un système de chat et aussi de notification, et je vois que JFP, que je ne connais pas, a levé la main. Et ouais, on peut lever la main sur Zoom. Donc je ne sais pas si c'est pour poser une question, auquel cas je vous propose de réactiver le micro. Ça devait être Moi, je les une vois pas erreur assez. ou un Ouais, essai. ouais, Non, mais c'est Laurent et moi qui allons lire le ouais, chat, tu t'en occupes, comment hein. poser les Ouais, questions au ça fur et à roule, mesure. Voilà. ça roule. Euh, donc, photographe marseillais, photographe à ton compte, mais je crois que tu es dans une agence. Ouais, je suis chez Hans Lucas. Studio Hans Lucas, il y a plusieurs membres. Là, j'ai vu qu'ils sont connectés ce soir. Donc, c'est une agence photo internationale. On est plus de 700 dans le monde entier. Bon, bah, vous pouvez voir, donc ça va être la minute pub, mais vous pouvez voir sur Studio Hans Lucas sur Instagram nos travaux, sachant que moi, je suis curateur du compte. Je m'occupe des réseaux sociaux pour l'agence. Et moi, vous pouvez voir mon travail plus en privé si après vous avez des questions sur Laurent Le Crabe, tout attaché sur Instagram. N'hésitez pas. Alors, je pense qu'il peut être intéressant de dire aussi, c'est que moi, à la base, moi, j'étais sur une autre marque en matériel quand j'ai commencé, une marque que tout le monde connaît, avec des optiques que tout le monde utilisait, ce qui était du style 24, 70, 70, 200. Et en fait, je m'y retrouvais pas en termes de rendu, en termes de compacité. En gros, ça me saoulait en fait de me balader tout le temps avec des sacs qui pesaient 3 tonnes et d'avoir des optiques qui me faisaient faire à peu près les mêmes images que tout le monde. Et donc, c'est de là qu'est partie la réflexion j'ai commencé à m'acheter des optiques fixes pour tester, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo à la base, avec 35 et 50 en analogique, ça à mon adolescence. Et donc, j'ai voulu retrouver un petit peu ça et me rebosser qu'en optique fixe. Et même avec l'optique fixe sur l'autre marque, je trouvais pas ce que je voulais. Et, euh, comment dire, et jusqu'au jour où je suis tombé sur des tests de ce fameux boîtier qui venait de sortir. Et je me suis dit quand même, faut que je le teste. Et comment dire, et du coup, je suis allé au store de Marseille, ils me l'ont prêté pendant 3 jours et ça a été entre guillemets la révélation, quoi. Révélation au point que pendant 3 ans, j'ai bossé à 90% avec ce boîtier-là, voire même 95%. Donc, ce qu'il faut se dire, hein, c'est que c'est possible de ne travailler quasiment qu'avec ce boîtier-là, hein. C'est tout à fait possible. Et quand tu t'es intéressé à Leica, alors qu'on est quand même très connu et reconnu depuis de nombreuses décennies pour le Leica M, tu parlais de compacité tout à l'heure, enfin recherche de Mhm. compacité. Mhm. Est-ce que tu savais déjà que c'était le Leica Q parce que tu en avais entendu parler ou tu as Pas du essayé tout. le M? Pas du tout. À la base, moi, j'ai connu les cas à mon adolescence parce que j'avais un oncle qui avait un M6 et qui me l'a mis dans les mains. Et voilà, donc je connaissais déjà le Leica M. Il y avait une réalité, c'était que en tant que
jeune photographe, on va dire, d'un point de vue budget, hein, pour parler en bon français, c'était pas envisageable pour moi de partir sur du M, en tout cas neuf. Et comment dire, j'aurais kiffé, hein, mais je pouvais pas à ce moment-là. Et du coup, c'est là que j'ai vu la sortie du Q, qui correspondait à tout ce que je recherchais parce que léger, discret, compact, tropicalisé, 28 mm. Moi, c'est ma focale de prédilection parce que en gros, ce que j'apprécie, c'est que ce que moi je vois quand je mets le Q devant mes yeux, bah, c'est ce que j'aurai en rendu derrière. Donc j'aime beaucoup ce rapport. En fait, c'est ça, je voulais y venir un petit peu plus tard, mais il y a un rapport particulier, je trouve, avec ce boîtier qui est de l'ordre, qui fait des photos intimistes, et il y a un rapport presque intime en fait avec ce boîtier-là. Et même d'un point de vue ergonomique, en fait, ça a été vraiment moi le boîtier qui me convient parfaitement. Même encore aujourd'hui, c'est le boîtier, c'est mon boîtier préféré parce que je trouve qu'il est bien construit, il est simple, enfin, tout tombe sous la main. En fait, il y a un côté très prolongement, enfin c'est super bateau hein, de dire ça, mais très prolongement de l'œil dans l'utilisation. En fait, il y a un truc, c'est fluide au niveau de l'utilisation. Au niveau de l'utilisation, c'est fluide, c'est discret. Moi qui fais pas mal de photos, de street photos, de nuit, qui suis des fois dans des sujets un peu dans des milieux underground ou autres, je pouvais pas, ou tu peux pas spécialement te permettre comment dire, de sortir le gros réflexe ou autre, parce que tout de suite ça attire l'œil, c'est pas discret, ou on va te regarder avec des grands yeux. Bah là, avec ce boîtier-là, c'est un petit peu l'inverse en fait. Le rapport que j'ai eu, moi, sur les premières fois que j'ai sorti, c'est que, ah tiens, il est mignon ton boîtier, on dirait un jouet, on dirait un truc. Ouais, ouais, bah t'inquiète pas pour le jouet, en fait, tu vas voir les images qu'il fait. Mais t'as que ça. La première fois aussi que j'ai bossé pour l'équipe, j'étais à Monaco. Pour suivre le fils de la princesse pendant 3 jours. Je me suis retrouvé dans les vestiaires avec Didier Deschamps, etc. Et le journaliste était surpris que j'ai que ce boîtier-là pour bosser. Et il m'a dit, mais putain, d'habitude, ils ont des mallettes, ils ont des trucs. Je suis, ouais, bah, moi, en fait, j'ai que ça. Et voilà, et ça me suffit, en fait. Sachant que tu n'as pas les mêmes... T'as pas les mêmes images, du coup, moi je trouve enfin, tu peux faire la même image avec un zoom, un 70-200, 24-70 ou autre, 24-90 chez les cas, mais du fait du 28, ça te force, toi, à te rapprocher des gens. Et tu n'as pas le même rendu quand tu fais la photo d'une personne, quand tu es à 10 mètres de la personne ou quand tu es à 1 mètre de la personne. Ça se ressent dans l'image, en fait. Moi, je me rends compte au niveau des portraits. Il y a un truc de... Quand tu rentres dans la zone, un petit peu les 1 mètre, quoi, 50 cm d'intimité, parce que du coup, au 28, tu es obligé d'être prêt pour faire un portrait, ça ne te donne pas les mêmes choses au niveau des portraits que tu réalises, que si tu fais un portrait au 90, par exemple, où tu es à 1,50 m, 2 mètres de la personne, ou voilà, où ça va être beaucoup, beaucoup plus froid. Moi, après, c'est ce que j'aime aussi dans la photo, c'est vraiment ce côté immersif. Et je trouve que le Q2 euh, est l'appareil parfait, en fait, quand on veut faire ce type d'image, en tout cas. Yes, merci. Mais alors justement, tu nous disais que c'était boîtier quasiment exclusif pour toi aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus dans quel est le type d'image que tu réalises, Ah bah, à la quels sont tes base, différents boulots, quoi. moi mes différents. Enfin, je fais de la street. Enfin, les trois mots, c'est ce qu'il y a sur mon Instagram, hein, street docu portrait. Donc, je fais de la street photo, je fais de la photo documentaire, donc ça va être du reportage, et du portrait. Voilà les trois boulots pour lesquels on m'appelle généralement. Euh, c'est pour ça, en fait, hein, ça va être pour couvrir des événements. J'ai fait pas mal de photos de manifs. Je me suis fait, entre guillemets, connaître par rapport à ça, et c'est suite à ces boulots-là que j'ai pu rentrer chez Antsoukas. J'ai beaucoup suivi les mouvements sociaux, donc ça c'est pareil pour tout ce qui est manifestation, c'est le boîtier parfait, quoi. Enfin, ça permet d'être vraiment au cœur du truc, tout en restant discret. Moi, je sais que je l'ai en manif, je l'ai tout le temps en bandoulière, j'ai tout le temps ma main dessus. Bon, j'ai des grandes mains, mais il passe inaperçu, quoi. Et je suis là, je prends ma photo, hop, en 3 secondes, j'ai pris ma photo, je me suis barré. Peu importe ce qui peut se passer, il est d'une discrétion incroyable, en fait. C'est vraiment, vraiment super, super agréable. C'est super agréable parce que, encore une fois, moi, ça me saoulait de sortir les gros. Dès que je sortais un réflexe, en fait, ça y est, j'étais cramé, en fait. Et, euh, et quand tu es grillé, bah, tu n'as plus du tout le même rendu, en fait. C'est tout simple, hein. C'est aussi simple que ça, hein.
Tu as quelques images justement à nous montrer pour illustrer les pros. Oui, oui. Alors attendez, je vais vous partager mon écran. Tac, on va se faire ça. Je vais partager. On va aller sur mon site. Tac, partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit? Ça a l'air pas mal. Oui, non? Ça a l'air pas Ouais, mal. c'est bon. Alors, pour parler de séries immersives, je vais vous parler de cette série Lockdown Routine, tiens, parce qu'on est en confinement en plus. Cette série qui a été reprise dans Fisheye, qui a pas mal tourné, qui a été faite au Q. Hein. Et voilà, quand je vous parlais de séries photo immersives, c'est-à-dire vraiment du matin quand je me lève, là je suis dans mon pieu, aux toilettes, quand je me fais à bouffer, etc., etc. Donc cette série, il y a une photo qui est sortie dans Fisheye, elle a été relayée aussi sur le Instagram de Fisheye. Ça a pas mal tourné. Et voilà quoi. Et moi, c'est le genre d'image, vous voyez, là je suis sur mes chiottes en fait, simplement, ça va vous faire marrer, mais cette photo-là, elle a été pas mal reprise, elle a fait rigoler pas mal de gens. Et j'aime bien ces rendus-là, quoi. On s'imagine à ma place, quoi. On s'imagine à ma place. Donc ça, c'est la série Lockdown Routine. Est-ce que je peux vous montrer d'autres d'un point de vue immersif? Je vais vous montrer des photos un petit peu de manifs que j'ai pu faire, notamment sur les gilets jaunes, par exemple. Hop. Vous me dites si ça bug, si ça s'affiche bien ou pas. C'est bon pour tout le monde? Ouais, il y a juste le temps de chargement des images qui fait Vous qu'on voyez, t'entend un peu là, moins bien. typiquement, sur cette... Ouais. Sur cette photo-là, petit exemple concret, bon là ça va plus être pour les photos journalistes qui savent que des fois c'est un peu compliqué de passer entre les mailles du filet. Là je suis derrière le cordon de flics. Tous les journalistes, moi j'ai pas la carte de presse, hein. Voilà, tous les journalistes encartés avaient été bloqués par le cordon, par le cordon de flics qui était de l'autre côté. Et moi qui avais mon petit Leica autour de moi, que j'avais planqué dans ma veste, etc., j'ai pu rester de l'autre côté du cordon pour faire mes photos peinards, en fait, tout simplement. Donc, quand je vous parle de discrétion, voyez, même avec les forces de police, ça marche aussi. Donc là, on est vraiment sur de la photo de manif. Là, je suis très, très près hein, quand on parle de proximité pour avoir les jambes du CRS. Là, je suis à 50 cm de ces jambes, quoi. Donc ça, c'est aussi agréable. Justement, La distance de mise au point, ouais. ouais, Laurent, il y avait Thierry qui nous demandait si, quand tu étais tout près, il n'y avait pas une déformation trop importante avec le 28. Alors, il y a près et près. Si je suis vraiment trop près, c'est-à-dire, moi, il y a des fois, j'ai pris des photos de portraits à 30 cm. Donc, oui, après, à 50 cm, pour moi, en tout cas, c'est exploitable. Après, c'est sûr que ça déforme un tout petit peu au niveau des visages. Mais au-delà de 50 cm, pour moi, c'est très, 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 très fortement exploitable, en tout cas. Et du coup, c'est ça qui est agréable aussi. Alors ça, vous pourrez, Laurent, tu sauras peut-être mieux répondre que moi, mais la distance de mise au point sur le Q2 est très faible. Et, À 35 cm en ça, du coup, normal et c'est en aussi macro. très agréable. Voilà, voilà. Et ça, du coup, c'est aussi très, très agréable de travailler avec cette distance de mise au point faible. Quand on aime, en tout cas, parce que c'est ça aussi, c'est que moi, j'aime être au cœur des actions, j'aime être prêt. Alors, c'est sûr que si c'est pour des gens qui ont entre guillemets, là, un petit peu peur de s'approcher des personnes, un petit peu peur de s'approcher des choses, ça va être plus compliqué. La focale 28, faut s'y faire. Moi, c'est ma focale de prédilection hein, depuis un moment. Mais c'est une focale qui nécessite d'être mobile. C'est vous qui allez vers le sujet, c'est pas le sujet qui va venir vers vous en fait. Et il y a un côté, si tu es trop loin, fais un pas de plus, et si tu es trop près, recule quoi. Et moi j'aime bien cet aspect-là dans ma pratique photo parce que ça me force entre guillemets à me sortir les doigts quoi, pour parler français. Moi c'est un boîtier qui m'a fait progresser dans mon approche, qui m'a fait prendre confiance en moi parce qu'il m'a forcé
à me rapprocher tout simplement, en fait. Et quand on se rapproche, on sort de sa zone de confort, on fait des choses un petit peu différentes et généralement ça paye plutôt pas mal, quoi. Euh, et ça donne des fois des belles images. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette photo-là, qui est ma photo préférée, en tout cas de manif que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, avec ce monsieur, on a l'impression qu'il marche vers la Lune. Euh, On en parlait? mais Excuse-moi, je te coupe, Laurent. voilà, et Mm. ouais, Ouais, tu m'entends. Ouais, on en parlait déjà un petit je t'écoute. peu tous les deux en off, mais je te posais la question de savoir si tu utilisais le système de crop qu'offre le Leica. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour moi, enfin, c'est dommage, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Alors, pas bien sûr à outrance, hein, on ne va pas cropper un dixième de l'image du centre pour cropper. Mais bien sûr, c'est super agréable parce que, comme je vous le disais juste avant, c'est un appareil qui nous oblige à nous déplacer pour avoir ce qu'on veut. Mais des fois, l'action ou la scène, elle se passe et vous n'êtes pas forcément à la même distance. Bah, c'est utile de se mettre le crop comment dire, à 35 à 50 parce que voilà, et de fonctionner comment dire, en DMA. Mais oui, oui, bien sûr, moi je l'utilise, bien sûr, bien sûr, bien sûr, complètement. Complètement. Même le mode macro, comment dire, le mode macro, je l'ai utilisé sur un truc, c'est parce que vous en parliez juste avant et ça m'a fait penser à ça. J'ai eu une demande par un client en corpo, parce que je travaille aussi en corpo, ça m'arrive, pour des photos dans l'horlogerie, en fait, des photos de montres. Il voulait des photos un petit peu macro pour ses réseaux sociaux. Et du coup, au début, je me disais, mais comment je vais faire pour faire ce qu'il veut, quoi. Je voyais ce qu'il voulait, mais et bah, là, je ne peux pas vous montrer parce que du coup, les photos, je les ai envoyées, je n'ai pas le droit de les partager. C'est lui qui en a l'exclusivité. Mais le mode macro du Leica Q est étonnant. J'ai été agréablement surpris par ses capacités. Et c'est une utilisation qui, à la base, j'y pensais pas. Mais d'un point de vue commercial, vraiment pour le boulot, euh, est très, très utile. Très, très utile. C'est un très beau contrat. Et franchement, j'étais content, quoi. J'étais vraiment, vraiment content. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je peux vous montrer N'hésitez aussi, pas, ouais, si moi, vous ce que avez des j'aime questions. beaucoup. Bah, on parlait de portraits. Bah, je vais vous montrer des portraits. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous montrer des portraits en attendant. Tiens, comme ça, vous pourrez vous faire un petit ordre d'idée de portraits faits comment dire, 2. Donc ça, c'est l'âge de Courtrajmé. Donc ça, c'est Kim Chapiron. Donc ouais, à cette distance-là, pour moi, il n'y a pas de déformation. Là, je suis à peu près à 50 centimètres à peu près. Je dirais 60 centimètres. Pour moi, il n'y a pas de déformation. En tout cas, de mon point de vue, de ma vision, c'est une photo qui est totalement exploitable, qui a été exploitée d'ailleurs. Et voilà, hein, c'est l'âge encore. Sachant que ce qu'on discutait aussi, Manu, c'est que moi, le Q, euh, le système Q m'a fait me remettre au noir et blanc. Parce que je trouve que le grain est vraiment magnifique en fait sur le grain numérique. Je ne sais pas quelle formule magique ils ont trouvé les cas pour rendre ce grain-là, mais je n'ai jamais vu de grain numérique comparable en fait. Et on retrouve un petit peu un rendu quand on travaille en post-prod. Hein. Moi, je travaille mes photos en post-prod. On retrouve un grain qui fait penser à de la pellicule, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui m'a redonné, parce que moi, je suis exclusivement couleur à la base, et c'est ce qui m'a redonné envie temporairement de refaire de la photo noir et blanc, en fait. Comment tu le travailles ton noir et blanc? Enfin, comment tu travailles ta prise de vue en noir et blanc? Tu te mets en noir et blanc dans le boîtier et ensuite tu vas le retravailler sur l'ordi Moi, ou tu es je en couleur et retravaille. c'est. Non, 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 moi, je ne shoot qu'en RAW. Alors j'ai un process qui est bien établi parce que je suis assez, comment dire, je suis assez psychorigide sur ma photo et sur mes process. Je travaille en RAW plus JPEG quand j'utilise le crop. Mais sinon, ce que j'exploite en post-prod, c'est les RAW que je développe après dans Lightroom. Alors, sachant que j'ai une manière de prendre des photos bien spécifiques parce que, en fait,
J'ai tendance à sous-exposer mes images. Moi, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Je vous donne un petit peu mes trucs. Mais moi, j'ai tendance à prendre des photos un petit peu sous-exposées parce que je sais qu'en les sous-exposant d'une certaine manière, j'ai des réglages. J'ai en gros 4-5 grands réglages de photos. Moi, je ne suis pas le plus grand des techniciens, mais je préfère avoir 4-5 réglages que je maîtrise et qui me donnent satisfaction plutôt que de changer à chaque fois. Et pour moi, c'est aussi comme ça que j'ai pu, entre guillemets, trouver ma patte photographique. Et du coup, j'ai tendance à sous-exposer un petit peu mes photos parce que je sais que derrière en post-prod, donc dans Lightroom, avec le traitement que je fais, ça va donner les rendus que je veux. Et dans 99% des cas, ça donne le rendu que je veux. Donc, il y a cet aspect aussi là, moi, avec le système Q, c'est que c'est le premier appareil qui m'a donné entière satisfaction au niveau de mes rendus d'images. C'est-à-dire que tous les boîtiers que j'ai pu avoir avant, j'avais toujours une petite déception, même sur des images que je trouvais qui tuaient. J'avais toujours une petite déception parce qu'en termes de rendu colorimétrique, ça je ne vous l'ai pas dit, mais je suis fils d'imprimeur. Mon père a bossé pendant 35 ans dans l'imprimerie et a imprimé des couvertures de magazines, de Télé 7 jours, de Paris Match, etc. pendant toute sa vie. Donc il m'a fait chier au tout début quand j'ai commencé la photo avec mes rendus couleurs, en me disant c'est trop bleu, c'est trop rouge, c'est trop ceci, c'est trop cela, c'est trop machin. Le Q est le seul boîtier qui m'a donné entière satisfaction en termes de rendu colorimétrique. C'est-à-dire que j'ai ce que je veux, en fait. Et ça, pour un photographe, je pense que tous ceux qui sont connectés là sont d'accord avec ça, c'est quand même le kiff ultime, en fait. Enfin, tu as une idée dans ta tête d'une image, tu la réalises, et après, en post-prod, tu arrives à sortir le rendu que tu veux. C'est juste ce qu'on veut tous, quoi. C'est juste ce qu'on veut tous. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, j'ai vite, une fois que j'ai acheté ce boîtier, j'ai vite oublié les autres et que j'ai bossé quasiment qu'avec ça, parce que je me suis dit, en fait, pourquoi tu t'emmerdes? Puis je me suis rendu compte aussi que sur les plans, que ce soit aussi bien magazine que corporate, pour les reportages qu'on m'appelait ou autre, j'avais mes autres boîtiers, mes autres optiques, mais je m'en servais plus. Donc à un moment donné, en réalité, c'est que quand ça fait 6 mois, un an que ton optique ou ton boîtier il reste dans le sac, c'est que tu n'en as pas besoin, en fait, tout simplement. Hein. Donc voilà. Hein. Alors du coup, est-ce que ce que tu viens d'expliquer sur le rendu, ça commence à répondre à la question de Lionel qui nous explique qu'il travaille dans des endroits sombres et exigus, notamment chez des gens. Et donc, il te pose la question de savoir pourquoi tu as choisi un Leica et pas un hybride d'une autre marque qui pourrait avoir les qualités que tu décris, de compacité, de rapidité. Merci. Alors je lui réponds juste après, je finis juste là-dessus. Vous vouliez un exemple de crop? Ça, c'est une photo, là, ce portrait de Kim en noir et blanc. Ça, c'est une photo croppée à 50, pour vous donner un ordre d'idée. Qui, je trouve, moi, est très bien, facilement exploitable pour du web ou pour du print. Ça marche très bien. Là, vous avez d'autres rendus couleurs. Pourquoi je suis allé sur les cas parce que déjà, de base, c'est la marque. Il y a une réalité aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est, comment dire, c'est l'aspect... j'ai essayé d'autres boîtiers. Hein. J'ai la chance d'avoir pas mal de potes autour de moi qui sont photographes et vidéastes, qui vont être en Fuji, qui vont être en Canon, qui vont être enfin voilà, d'autres marques en Sony, parce que pendant un moment, c'était tout le monde voulait être en Sony et c'était la grande mode. J'ai essayé et en fait, je m'y retrouvais pas en ergonomie. J'étais pas à l'aise en fait, tout simplement. Moi, il y a un truc avec le Q, c'est que en fait, moi j'aime bien quand c'est simple, les choses soient simples. J'ai mon ouverture sur l'objectif et ça, c'est un kiff total. Ma vitesse à régler, j'ai réglé mes ISO avant, ma balance des blancs avant et bonne journée en fait. Et généralement, je change mon réglage quand le soleil il commence à tomber ou quand les conditions de luminosité elles ont changé. Et c'est tout. Et c'est tellement agréable en fait de ne pas avoir à se prendre la tête sur l'aspect technique. Il y a eu un robot qui m'a dit il est 18h, je ne sais pas si vous l'avez eu. Oui. Et voilà. Et ce que j'aime aussi, pourquoi je suis allé chez eux, pour les rendus couleurs en fait. C'est que j'aime pas hormis Fuji, que je trouve sympa. Les rendus Canon, j'en pouvais plus. Nikon, j'ai jamais été Nikon du tout, mais ça a toujours été Leica qui m'a entre guillemets fait kiffer quoi. En tout cas, c'est là-dedans que je me retrouvais le plus en termes de rendu photo et les faits
m'ont donné raison parce que j'ai jamais autant, entre guillemets, travaillé professionnellement que depuis que j'ai acheté ce petit boîtier, quoi. Donc tant mieux et merci les cas, quoi. Parce qu'il a été amorti X fois. Après, pour tout ce qui est On a... exigu et faible luminosité, ouais, je t'écoute. Ouais, non, moi j'allais te laisser terminer parce qu'on a quand même pas mal de questions qui arrivent au fur et à mesure. Donc je te laisse donc terminer de répondre à la question. Non, et après, pour tout ce qui est faible luminosité, bah voilà, j'ai cette série-là et vous pouvez en voir aussi sur mon Insta parce que moi, j'adore faire des photos de nuit. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien là, je laisse afficher, mais le 1.7, le Sumilux 1.7, c'est juste un petit bijou et c'est incroyable comme ce caillou mange la lumière en fait. Ça, c'est une photo faite à 1.7 je crois qu'il était 2 ou 3 heures du matin. Il mange complètement la lumière. C'est incroyable, quoi. Ça, c'est des lumières de vitraux. Attendez, je vais vous la mettre en plus grande. Donc ça, c'est la photo de la nuit qui a été exposée justement au Les Castors de Paris, cette photo-là. Pardon? Non, Je croyais avoir entendu quelqu'un. Mais voilà, ouais. Pour la photo de nuit, en tout cas, ce qu'on disait tout à l'heure, exigu et pas de lumière, vous avez une distance minimale de mise au point de 35 cm et vous avez une optique à 1.7, en plus avec un boîtier qui est minuscule et qui ne fait pas de bruit. Donc, c'est juste l'objet parfait pour faire ce genre de photo, en fait. Moi qui viens aussi à la base, qui fait pas mal de photos de soirée en club, j'aurais kiffé que le Q2 existe à l'époque où je faisais ça, quand j'ai débuté, parce que putain, ça m'aurait changé la vie. Hein. Ça m'aurait changé la vie. Laurent, je vais me permettre juste de rajouter quelque chose à ce que tu expliquais à Lionel pour répondre à sa question. Ouais. Il y a quelque chose qui est évident sur le Leica Q et que n'ont pas les autres marques, voire même les autres appareils en général, c'est que le Q a une optique qui est non interchangeable. Donc en fait, elle fait corps avec le boîtier. Et ce qu'ont pu nous réexpliquer lors de la sortie du Q2 monochrome les ingénieurs de chez Leica, notamment le chef produit Peter Pruszewski, c'est que cette optique qui est magnifique déjà de par sa conception optique, elle est d'autant plus qualitative puisqu'elle n'est faite que sur un Leica Q, elle n'est faite que pour celui-ci. Et donc, le travail du design optique a été fait et réalisé que dans ce cadre-là. Et donc, la symétrie de l'optique est parfaite. Et c'est vrai que donc, c'est une optique qui, couplée avec le capteur du Leica Q, Leica Q2, puisque c'est les mêmes optiques, et Leica Q2 monochrome aujourd'hui, font qu'on a des résultats qui sont juste absolument géniaux. Et comme d'habitude chez Leica, des 100% de la qualité à pleine ouverture. Donc, du coup, effectivement, une capacité à venir chercher des lumières, même en basse luminosité, de manière très qualitative. Voilà, typiquement, cette photo-là, je crois que je dois être à 100 ISO à 1.7 dans une église. Voilà. Il y a un rendu qui est naturel, en fait. Et même, j'irais même plus loin, c'est un boîtier qui a une utilisation qui est naturelle, en fait. C'est un vrai boîtier photo qui a été bien réfléchi, qui est simple, qui va à l'essentiel. Et voilà, quoi. Donc, franchement, moi, c'est le boîtier pour moi à avoir dans n'importe quel sac photo, quoi, parce que quoi qu'il arrive, il sera utile. Hein. J'ai oublié, je voulais redire un truc, et là, je suis parti sur autre chose par rapport au truc d'avant. Bon, ça me reviendra plus tard. Justement, Laurent, tu as une Ouais. question tu as deux, trois questions qui sont en rapport avec, à la rigueur, le post-traitement. Ouais. D'une part, sur le crop, avec une question de Laurent qui demande si tu croppes uniquement la prise de vue ou aussi en post-traitement. Et une autre de Fred qui demande si tu traites beaucoup en post-traitement et si tu ne vas pas plutôt à l'essentiel en étant au plus proche de la réalité. Alors, donc première question, les deux. Je croppe aussi bien en pré qu'en post-traitement. Ça dépend les cas. En fait, typiquement, je vois quand je vais te prendre l'exemple de la manif, quand je vois que c'est chiant, que les flics ils sont chiants, que je ne peux pas passer à gauche, à droite, là, je vais me mettre en crop à 35 ou à 50 parce que je sais que quoi qu'il arrive, je ne pourrais pas être assez près parce que
physiquement, c'est pas possible, quoi. Je pourrais pas aller où je veux aller. Après, l'autre cas, c'est des fois, tu prends une photo, vu que tu es à 28, tu es très large, tu n'as pas fait spécialement attention dans un angle, tu as un truc qui traîne, le pied de quelqu'un, machin. Je vais recropper un petit chouille pour retirer ce que j'ai pas besoin. Donc, aussi bien dans un sens que dans l'autre, ça m'arrive de le faire. Après, au niveau du post-traitement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend les cas. Mais quand je suis, par exemple, quand je suis dans des conditions de lumière à peu près normales, c'est-à-dire que c'est pas plein phare, il n'est pas midi, plein soleil, etc. Là, je vais tâcher de faire le minimum au niveau post-traitement. Par contre, à l'inverse, quand je vais être dans des conditions de lumière très fortes, là, je vais avoir tendance à sous-ex. Mais même en règle générale, j'ai tendance à sous-ex et à développer mes photos. Moi, en fait, le truc, c'est que je vois Lightroom un petit peu comme à l'époque, quand j'étais au collège, j'avais appris à développer des photos en chambre noire, etc. Et je vois un petit peu Lightroom comme ça, en fait. Je développe mes RAW dans mon Lightroom, quoi. Mais j'ai clairement une tendance à sous-exposer. Et oui, c'était ça, tiens, ça me revient, je voulais dire, par rapport au tout début, quand tu me parlais du système M. Pourquoi moi, je n'ai pas pris le système M? Parce que comme vous voyez, j'ai des lunettes, je suis myope, et disons que la visée télémétrique, ce n'était pas spécialement optimal pour moi pour bosser, c'est-à-dire que j'avais trop de ratés, en fait. Il y avait trop de déchets. Et avec le 28, j'ai retrouvé cette visée un petit peu du M parce que on est à peu près dans les mêmes eaux au niveau d'un viseur de M, mais avec la praticité d'un autofocus, en fait, qui pour moi, voilà, j'en ai besoin parce que quand vous êtes en reportage, il y a certains trucs au M, je me serais un petit peu galéré à le faire, tout simplement à cause de ma vue, quoi. Alors Donc voilà. justement, on a 2 questions par rapport au mode autofocus que tu utilises. Enfin, mode de mise au point, donc tu viens de répondre que c'est en Ouais. autofocus, mais quel est précisément le mode autofocus que tu utilises? Alors, je ne suis pas tout le temps en autofocus. Ça m'arrive. Quand je fais du portrait, je suis souvent en manuel, et des fois, quand je fais du reportage sur certains trucs, quand ça bouge un peu, je fais un petit peu de manuel. Mais sinon, moi, je suis en AFS, hein, tout le temps. Parce que j'aime bien faire mon point quelque part et des fois décadrer ou autre. Donc voilà, et pareil, moi, j'ai configuré la mise au point sur le petit bouton qui est derrière le boîtier. Je ne fais pas le point en appuyant sur le déclencheur, j'ai mis le point derrière sur le petit bouton parce qu'il est configurable, en fait, et je suis plus à l'aise avec je fais mon point derrière avec le pouce et je déclenche au-dessus avec ma visée, en fait, comme ça. Et tu Et voilà, mais utilises AFS, je fais très rarement de AFS. excuse-moi, tu Ouais, utilises ton collimateur en non, je t'en centrale prie. et que tu viens ensuite loquer et tu Central. décadres ou? C'est ça. Moi, je suis toujours en collimateur central. Je fais ma mise au point au milieu. Ça, c'est mon côté un petit peu psychorigide, mais je fais ma mise au point au milieu. Et on m'a toujours dit que de toute façon, c'est au milieu qu'il faut faire le point parce que c'est là que c'est le plus précis. Et ouais, je vais décadrer. Je préfère faire comme ça, en fait. Notamment sur du portrait où je suis tout le temps, je fais le point sur le visage et je vais recadrer en redescendant, en remontant, selon les rendus que je veux, quoi. Et c'est comme ça que je fais. Comme ça que je fais. Ça, c'est toute une série, comment dire, sur les églises. Je trouvais ça intéressant au niveau des lumières, hein. Enfin, voilà, ça vous donne une bonne idée des rendus de lumière qu'on peut avoir avec le système Q, notamment celle-ci, par exemple, c'est Justement, les vitraux comment dire, Ouais, on a une question de Loïc justement par j'écoute, rapport hein. alors lumière et couleur. Loïc qui comparait, enfin qui te posait la question du rendu que tu pouvais avoir sur les fichiers JPEG du Leica, étant lui équipé en une marque que je connais pas, Fuji, bizarre, et qu'il n'était pas super satisfait des JPEG, notamment une trop forte post-production. Je ne sais pas si tu connais le Fuji, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les JPEG Un petit peu. Alors moi, les JPEG, comment dire, du système Q sont clairement exploitables. Enfin, moi, pour donner un exemple concret, hein, j'ai eu plusieurs fois, j'ai bossé sur des plans corporate, pas très sexy, mais ça va être du séminaire ou des événements
sportifs, des cocktails ou autres, où les gens vous dites, voilà, vous voulez enfin, moi, généralement, on m'appelle pour mon style de photo. Non, non, on veut quelque chose de neutre, etc., etc. Bon, ok, d'accord. Donc, c'est pas forcément le truc et bah, ces moments-là, je faisais JPEG, correction d'exposition, un petit peu plus, un petit peu moins, et bonne journée, au revoir. Sincèrement, les JPEG du Q sont plus qu'exploitables. Après moi, à titre perso, et puis sur tous les boulots, quand je bosse sur un magazine pour l'équipe ou autre, je travaille que sur les RAW. Parce que voilà, je sais toujours pareil, je sais quel rendu je vais avoir en fait. Donc j'ai mon process qui est bien rodé et je sais que mes RAW, de la façon dont je prends ma photo et de la manière dont je les traite derrière, j'aurai les rendus que je veux en fait et pour lesquels on m'appelle. Donc voilà, mais pour ceux qui veulent bosser en JPEG, parce que c'est plus simple, les JPEG sont exceptionnels, hein, Ça m'intéresse vachement. Donc, sur le- je viendrai peut-être, hein, ou j'irai plus tard. Quelqu'un voulait faire une. Euh, pour revenir à ta façon d'utiliser le boîtier, on a Michael qui te demande quels sont tes réglages, notamment pour la street. Alors j'imagine si Michael veut Alors, préciser, mais j'imagine que c'est les réglages d'utilisation du boîtier. pour la street photo, moi, mon réglage, comment dire, tiens, je vais vous donner cet exemple de série qui a pas mal marché aussi. Cette photo, elle a pas mal tourné. Des deux filles devant la boutique. Euh, En street photo, concrètement, moi, c'est pas ma routine quand je sors faire mes sessions street photo. À l'époque, quand on avait le droit de sortir, normalement, c'était 2 à 3 fois par semaine. Je sors de chez moi, je suis au 125e et je suis à F8. Je règle ma balance des blancs en fonction de la lumière et l'ISO, bien sûr. Mais en gros, moi, c'est F8, 125e. C'est ça mon réglage pour commencer la street. Et après, bah, ça va être, je vais passer à 250, 500, etc. Mais généralement, mes photos, vous voyez, hein, c'est net partout. Je suis à F8 quand je fais de la street photo. C'est ça mon réglage de base. Après, pour du portrait, je vais être comment dire, à F4. Je vais descendre à F4. Et il n'y a que vraiment pour la photo de nuit, les street photos de nuit, où là, je vais être à pleine ouverture, je vais être à 1.7. Cette photo-là a été faite à F4, par exemple. Et en sensibilité pour la nuit? Pour la nuit, alors moi, j'ai horreur de trop monter. Généralement, je dépasse pas les 3002, généralement. Mais toujours pareil, je préfère être sous X parce que en fait, les roues sont tellement géniaux à exploiter en post-prod sur le Q et sur les cas en général que je préfère être un poil sous X et travailler ça en post-prod que me mettre à 6004 ou autre et être déjà cramé avant même d'avoir traité la photo après, quoi. C'est toujours pareil, hein. Quand c'est cramé, c'est cramé. On ne rattrapera pas de l'information. Donc voilà. Mais mon réglage de base, quand je sors de chez moi, c'est F8 125e ou 250e. Et là, je pars me balader avec mon Q autour du cou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y a Geoffroy qui nous demande si tu n'as pas eu des problèmes de banding dans les ombres quand tu sous-exposes en post-prod dans Lightroom notamment. Et ensuite, une autre d'Antoine, tu pourras peut-être répondre en même temps, qui t'a demandé si tu vois une différence de rendu, enfin de performance en photo de nuit entre le Q et le Q2. Donc, le Q2, les fichiers sont plus gros, donc tu peux te permettre un petit peu plus. Mais bon, après moi, disons que je n'ai pas une utilisation assez extrême au niveau des réglages pour m'en rendre compte.
Enfin, je reste dans des plages, entre guillemets, qui sont de base, même que ce soit pour un Q ou un Q2, exploitables. Après, pour les histoires de banding, sincèrement, je touche du bois, hein, j'espère pas me porter l'œil. J'ai eu plein de soucis avec d'autres marques au niveau des rendus et des problèmes de boîtier. Avec le Q, je n'ai absolument jamais eu aucun problème. Que ce soit au niveau de banding ou quoi, j'ai jamais eu aucun souci de quoi que ce soit, de phénomène bizarre ou quoi, jamais. Donc là-dessus, vous tombez mal parce que je suis vraiment ultra satisfait du système en lui-même. Mais non, après, entre le Q2, bah oui, le Q2, disons que tu peux te permettre encore plus parce que le capteur est encore plus gros. Donc voilà, après moi, pour mon utilisation, le plus gros changement, ça a été moi la tropicalisation. Hein. Sincèrement, ça, je l'attendais depuis un moment et c'était tout ce qui me manquait en fait. Et de ne plus avoir peur parce que putain, je vais prendre de la flotte où je suis en bord de mer, où je suis je sais pas où, et putain, ça y est, il tombe 3 gouttes et tu es en transpi parce que tu as ton boîtier sur toi. Quoi. Ça a été ça, moi, la plus grosse satisfaction. Pour mon utilisation à moi, après, j'ai pas eu le changement exceptionnel par rapport à mon post-traitement, mais ça en vient de moi, mon utilisation, que je suis jamais dans les extrêmes non plus. Quoi. J'allais me permettre de répondre à Michael. Ça, c'est une série sur justement ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Ouais, j'allais me permettre de répondre personnellement à Michael, mais Yves a presque déjà commencé. Michael qui demandait qu'est-ce que tu améliorerais dans le Q2 actuel. Bon, j'allais répondre en faire une version monochrome. Leica vient d'y répondre en début de semaine. Voilà. Et donc, bon, trêve de plaisanterie, Yves posait la question, savoir si tu connaissais la différence de rendu, en noir et blanc bien sûr, entre le Q2 et le Q2 monochrome. On pourra y répondre. Ouais, ça, je pensais plus à vous parce que moi, j'ai pas eu trop. Non, j'ai pas eu l'occasion en fait simplement de le traiter, de le tester le monochrome, donc je suis pas le mieux placé. Le Q2, oui, je le connais, le Q sans souci, et le Q2 pareil. Mais le monochrome, j'ai pas eu encore la chance. Je devais voir Marc à Marseille pour qu'il me le prête, que je teste, mais malheureusement avec le confinement, on n'a pas pu. Pour répondre très rapidement, là on parle du Q système, donc Q2 monochrome. Ça pourrait être la même chose sur le M monochrome, enfin M10 monochrome. La grande différence est que sur un boîtier couleur, en fait, vous avez un filtre pour créer cette couleur, un filtre de Bayer. Dans les boîtiers avec capteur monochrome, justement, vous n'avez plus ce filtre-là et donc chaque photosite voit la lumière de bien meilleure manière. Et donc, c'est ce qui va améliorer la dynamique de l'image, la montée en sensibilité, qui va aussi améliorer la définition. Et du coup, c'est vrai qu'un fichier provenant d'un capteur monochrome ou d'un très bon fichier RAW qui a été transposé en noir et blanc, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Je ne dis pas par contre qu'un bon fichier couleur bien traité noir et blanc n'est pas qualitatif, mais c'est vrai qu'il y a un gap énorme entre un capteur dédié à ça et un capteur couleur qui est transposé. C'est ça, c'est qu'il a été fait pour ça, donc normalement c'est quand même un petit peu mieux, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bah ça, encore une fois, une photo croppée. J'aimais bien le grain qu'il y avait. Ça s'est croppé à 50 encore. Donc moi, ouais, clairement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le boîtier qui m'a redonné envie de faire du noir et blanc, que je ne faisais plus. Et là, typiquement, cette série Ambiance Scandale, c'est sur les tatoueurs de l'underground marseillais qui ne sont pas déclarés nulle part et qui tatouent chez eux dans des apparts ou autres. Et là, typiquement, au début, quand je leur ai dit je veux faire une série photo, sur ce sujet, les gars, est-ce que ça vous va? Parce qu'il y en a certains, c'est des copains. Ils m'ont dit mais non, on est cramé, on est tatoué, etc. On est mal vu par les flics. La plupart font partie de crews de graffeurs ou autres, donc ils n'aiment pas trop ces aspects photos. Il me dit toi, tu vas venir avec ton matos, ces trucs. Je dis non, mais moi, t'as pas compris. Moi, j'ai ce petit boîtier-là. Il m'a dit fais voir et tout. Et il y a un côté aussi avec l'objet, ça intrigue un petit peu les gens. Et du coup,
il y a plusieurs fois aussi où le boîtier m'a permis d'accéder à des trucs parce que j'avais ce boîtier-là, ça intriguait les gens. Ah, mais c'est quoi comme truc? On n'en voit pas souvent et tout, fais voir et tout. Nan. Et du coup, ça m'a permis voilà, les gens étaient curieux de se voir pris en photo par ce boîtier-là. C'est quand même cool, quoi. C'est les gens qui disent, ah tiens, vas-y, bah du coup, vas-y. Typiquement, ce jeune là qui sortait de prison, en fait, quand je l'ai pris en photo, qui venait se faire tatouer. C'est pour ça qu'il s'est fait tatouer un joli Nickelback sur sa cuisse, parce qu'il sortait de prison et qui m'a laissé prendre cette photo, quoi. J'aurais eu un gros réflexe ou autre, il m'aurait dit, qu'est-ce que tu vas me faire avec ton boîtier là? J'ai pas envie, quoi. Mais là, ça l'a intrigué. Ça l'a intrigué. On a une question de Loïc qui demande si tu n'as pas eu trop de problèmes de poussière sur le capteur avec le cul qui était non trop. Jamais. Je touche du bois. Mais je pense que ça vient du fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas démonter l'optique. Donc, pour que la poussière rentre dedans, avant qu'une poussière arrive dans le capteur d'un Q, voilà, je pense, je sais pas, hein, vous savez peut-être vous savez certainement mieux que moi s'il y a eu des retours à ce sujet-là, mais ça vient aussi de la construction du boîtier qui est monobloc en fait. Donc le risque est quand même vachement moindre en fait, tout simplement. Et même au niveau de la tropicalisation, là j'ai pas les photos là-dessus, je les ai peut-être plus sur mon Instagram. Je vous invite à aller voir, hein, mais il y a certaines fois où j'ai eu peur, entre guillemets, c'était au carnaval de Marseille, parce que les gens se jettent de la farine ou autre, etc. Est-ce que je la retrouve là? Ça va être plus bas. Ça, c'est portrait d'Alban Ivanov. Tiens, au passage, Alban Ivanov, je ne sais pas s'il y a des fans d'Alban Ivanov. Au Q, pareil, j'avais croisé au lancement de l'école Courtrage, mais moi ça. Voilà, donc portrait au Q, tout simple. Voilà. Mais Le temps que je tu l'avais cherches. emballé, je l'ai bien nettoyé. Ouais. Ouais, je te disais, le temps que tu cherches l'image Oui, en question, allô? c'était pour Oui, répondre ça, tu à remarques. Loïc. J'ai un coup de photo. Il y a un autre appareil. Ah non, c'est des bras. Il faut enlever les micros. Voilà, c'est bon, j'ai mis en sourdine. Loïc, il dit que ça revient souvent dans les forums, ces questions de poussière. Dans les forums, il peut revenir plein de choses. Il peut revenir plein de choses et notamment qu'on n'est jamais à l'abri qu'il puisse y avoir un petit couac sur un joint bon là on parle d'un EKQ, ça peut être un autre problème sur autre chose, comme dans les forums, on peut voir qu'il y a des problèmes sur des Mac, il peut y avoir des problèmes sur des Renault. Ça s'appelle alors de l'industrie ou de la manufacture, selon. Mais ce que disait Laurent sur effectivement le fait que l'optique soit intégrée et donc très difficile de faire rentrer une poussière. Je n'ai pas d'image à vous montrer ici, mais pour en avoir discuté avec Hervé, qui est notre responsable du service client, qui est basé à Paris, il a reçu il n'y a pas si longtemps que ça le Leica Q de Véronique de Vigry, grande reporter photographe sur des Très zones bon de exemple. conflit. Et son Leica Q, donc première génération, et bon, il ne peut plus faire de photos. Hein. Il est passé sous des 4x4, il a vécu des choses assez hallucinantes. Aujourd'hui, elle travaille dans le Q2, mais il a gardé le boîtier pour pouvoir le montrer la résistance du boîtier, et notamment aussi le fait qu'il n'y ait aucune poussière sur le capteur. Il n'y a rien. Quand je dis qu'elle ne peut plus faire de photos, on peut toujours shooter avec, mais elle a besoin de quelque chose de très stable et fiable. Donc, elle est passée sur un Q2 après une longue vie de son Leica. Là, typiquement sur cette photo-là, ceux qui ne se rendent pas spécialement compte pourront aller voir sur mon Insta. C'était Carnaval de Marseille, donc je ne sais pas s'il y a des Marseillais qui connaissent, mais c'est en gros les rues de Marseille sont blindées avec des gens qui se jettent de la farine, qui font des feux. Là, c'est un feu qui était exceptionnel. Je sais pas, la flamme elle faisait au moins 6 ou 7 mètres de haut. Là, j'ai flippé pour mon boîtier. C'est la première fois où j'ai vraiment flippé pour mon boîtier. Et il était dans un état pas possible. Je me suis dit, oh là là, mec, mais tu vas flinguer ton boîtier, il va y en avoir partout. Et le soir, je l'ai bien nettoyé. Et franchement, j'ai même pas eu une seule poussière de quoi que ce soit, ou de cendre ou autre. Il est ressorti
pimpant, quoi. Après, je rejoins ce que tu dis aussi, Manu, sur les forums. C'est que moi aussi, je les ai lus, les forums, hein, avant d'acheter. Je suis allé sur Sumilux, etc. Mais bien souvent, les gens qui sont sur les forums ne sont pas forcément des gens qui prennent des photos. Ils ont un avis, mais ils ne l'ont pas forcément pratiqué, en fait. Et c'est pas forcément non plus ceux qui… Je sais pas, ça vous fait marrer, mais moi, en tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est que ces gens-là, pour avoir échangé, des fois, vous voyez un avis qui est super et tout, le mec vachement argumenté. Et puis, moi, j'aime bien voir, en fait, parce que je suis quelqu'un de très cartésien. Et vas-y, fais voir tes images. Et le mec a rien à te montrer. Et il dit, ouais, mais en fait, non, j'ai tel boîtier, j'ai tel truc. Ouais, bon, ok, en fait, tu ramènes ta science, mais tu sais pas de quoi tu parles, en fait. Donc, le meilleur des conseils que je peux donner à ceux qui hésitent sur ce boîtier-là, c'est, et là, je me fais la pub de l'ECA, c'est aller dans un store et empruntez-le, essayez-le, en fait. Et il y a 9 chances sur 10 que 3 jours après, en fait, vous le rendiez et puis que vous en commandiez un, parce que c'est ça la réalité, en fait. On peut avoir toutes les craintes du monde, peu importe le boîtier que vous allez acheter, le problème de la poussière dans le capteur, vous pouvez l'avoir, hein. Enfin, c'est pas parce que c'est un… Et là, en l'occurrence, vu que c'est une construction monobloc, vous avez moins de chances d'avoir le problème. Donc, pourquoi vous hésiteriez plus à acheter un autre alors qu'il y a plus de chances qu'une poussière se retrouve dedans? Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend le truc à l'inverse, la question n'est pas forcément, se pose pas forcément, quoi. Florian nous rappelle qu'il faut aussi nettoyer l'optique extérieure. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, à un moment donné, un boîtier, ça s'entretient, hein. Alors, C'est en comme rapport avec ça, Laurent, il y Ouais. avait Julien qui te demandait à un moment donné si tu utilisais des filtres purement physiques sur ton… 0. Je devrais, j'y pense. En plus, à chaque fois, j'y pense, je me dis, putain, tu devrais quand même mettre, ne serait-ce qu'un filtre neutre UV pour la protection, en fait, de l'objectif. Mais 0. Mon boîtier, je l'ai sorti du carton, j'ai vissé le pare-soleil dessus et je le nettoie, je dévisse le pare-soleil de temps en temps pour le nettoyer, etc. Mais sinon, il est resté comme ça. J'ai même pas un film sur l'écran arrière. Après, je suis quelqu'un de soigneux et je fais attention. Mais non, il n'y a rien du tout, rien du tout. Rien du tout. Après, pareil, je me permets de faire une parenthèse, hein. Si certains ont des questions, si certains me suivent déjà sur Insta, moi je suis plutôt actif sur Instagram et sur les réseaux sociaux de par mon métier de consultant, community manager en parallèle. Si vous avez des questions derrière sur mon taf ou autre, en plus, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Entre deux biberons, je me ferai un plaisir de répondre à vos messages privés. En plus des questions techniques, bien sûr, à Manu et à Laurent samedi. Ouais, merci pour le petit big up. Je réponds à Loïc qui pose la question de savoir si Leica prête des Leica Q à n'importe qui et même aux amateurs. Alors oui, pourquoi plus les professionnels que les amateurs? Maintenant, il est évident que tout ceci s'organise. Les stocks ne sont pas extensibles à souhait. Et il faut, voilà, ça s'organise, il faut rentrer en liaison avec son magasin préféré, puisque store et revendeur, et voilà, ça peut s'organiser, mais en amont. Bien sûr, et puis faut démontrer d'un réel intérêt, c'est pas non plus la fête, hein. Les castors, c'est pas, moi, c'est pas chez mes parents, hein. Quand ils m'ont prêté un Leica Q parce qu'ils avaient bien compris à l'époque que j'étais intéressé par le boîtier, que j'étais dans un processus de potentiel achat. Si c'est juste essayer pour dire je vais essayer pendant 3 jours et c'est cool, bon, aucun intérêt, quoi. C'est comme une voiture, hein. Potentiellement, vous pouvez aller essayer une Ferrari, hein, mais faut être dans une démarche d'achat, quoi. Là, pareil, un portrait au Leica Q pour France Football qui est sorti la semaine dernière, de Dante, le capitaine de l'EGC Nice. Donc là, techniquement, j'ai eu 1 minute, 51 secondes pour faire le portrait. Donc, vous avez l'article, la parution complète, j'ai eu deux pleines pages et 2 demi de mémoire. Donc, vous avez l'article. Mais c'était ma première commande portrait pour France Football. Et donc, on est arrivé. Il y a aussi cet aspect-là, en fait, que si je n'avais pas eu un Q2 à ce moment-là, j'aurais été en galère parce que je connais le truc sur le bout des doigts. Et du coup, ça m'a permis de gérer mon stress. Interview, je vais faire les portraits en amont, sauf que je pars faire un tour avec
responsable com des installations de l'OGC Nice. Je repère mes 2-3 spots pour faire le portrait. Sauf que le temps que je revienne, le journaliste, il avait commencé l'interview avec Dante. Dante, qui est capitaine de l'OGC Nice, c'était avant qu'il se blesse. Donc, je ne me voyais pas leur dire hey, « temps mort, on fait les photos ». Donc, je laisse l'interview se dérouler, je fais mes petites photos autour. Donc, toujours pareil, du fait que je sois au Q2 et que je sois du coup très, très près, moi, je l'annonce en amont. Je lui ai annoncé en amont. Je lui dis « T'inquiète pas, tu vas me voir à un moment donné, je vais être très près de toi. C'est normal. » Je fais mes photos, je fais mais t'inquiète pas, je ne serai pas en zoom, je suis à 28, généralement je fais une photo pour leur montrer un petit peu le rendu. Et voilà. Et ça me permet de rentrer dans une certaine de briser la glace en fait. Tu vois là sur du portrait comme ça, c'est un joueur de foot, il brasse des millions, il y a des photographes, il m'en envoie, etc. Mais ça n'empêche que ça m'a permis de briser la glace. Et du coup, j'ai fait mes petites photos, etc. Et à la fin, je dis bon bah c'est bon, je peux faire mes portraits. Et là, il me dit bah c'est dans 5 minutes, il faut que je sois sur le terrain, comment dire, l'entraînement commence. Et je dis, mais moi, il faut que je fasse mes portraits en fait pour la rédac. Il me fait, bah, t'as 1 minute. Et du coup, ça, j'ai fait ce portrait-là. J'avais ma lumière rouge dans ma main gauche, mon cue dans ma main droite, avec mon réglage, mon fameux réglage de portrait que j'ai toujours. Et voilà, j'en ai pris 4. Entre la première photo de la série et la dernière, il s'est passé 51 secondes, exif pour preuve dans Lightroom. Et c'est celle-là qui est sortie et elle a failli faire la couve de France Football. Donc vous voyez comme quoi, des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous m'entendez bien? J'ai l'impression d'être en différé. Non, on t'a perdu après bonjour. Bonjour, moi c'est Laurent. On t'entend plus? Est-ce qu'il y a... Quelle heure est-il? Non, on t'entend plus. On a Benoît Durand que je salue d'ailleurs. Yes, Benoît, qui on te se demande... casse, représente, on se connaît. et DJ pendant le confinement aussi, pendant le premier. Aussi, avec Simon Guillemin, la fine équipe. Pas mal de questions techniques là, notamment une question sur le buffer du Q2 par rapport au 1. Le seul point noir qu'il a un peu gêné dans le boulot, donc on rappelle que Benoît est pro aussi, hein. Et vu qu'il pose la question par rapport à la taille des fichiers qui sont quand même plus conséquents sur le Q2, hein, de par les 50 millions de pixels. C'est ça. Après, on a... faut la carte qui va avec, hein. Ça c'est sûr. Voilà. Parce que rappelons, je fais un petit intermède technique, rappelons que le buffer est une chose. Le buffer est une chose, mais il faut aussi les cartes qui écrivent, c'est-à-dire que le buffer, comme son nom l'indique, il fait tampon. Mais si derrière, l'entonnoir est réduit et que vous ne pouvez pas enregistrer sur des cartes qui sont capables d'enregistrer avec une certaine vitesse, le buffer, au bout d'un moment, il sature aussi. Donc, il faut avoir un buffer, c'est une chose, mais avoir une carte qui est capable de manger les images assez vite pour que le transfert du buffer à la carte se fasse rapidement. C'est ça. Moi, pour répondre à ça, la seule fois où j'ai eu le problème, c'est que ça venait de ma carte, hein. Encore une fois, ça n'est que ça. J'ai changé de carte, j'ai pas eu de soucis. Après, je fais jamais de la rafale. Je fais très très rarement. Les gens se sont pas rendus compte qu'avec un Q2, on peut faire jusqu'à une vingtaine d'images par seconde, ce qui veut dire qu'en fait, on est capable d'emmagasiner 1 giga. 1 giga d'infos en une seconde. Il n'y a aucun produit actuel qui est capable de traiter 1 giga en une seconde. Ça n'existe pas. Voilà. Pour être très précis sur les types de cartes à utiliser, excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, c'est simplement des cartes UHS-2, c'est-à-dire que très simplement, quand vous retournez votre carte, au lieu d'avoir qu'une seule bande de connectique, vous en avez deux, l'une qui est superposée. Voilà. Ça, c'est de toute façon le standard à utiliser sur les nouveaux boîtiers de plus de 50 millions, SL2, Q2 monochrome, et même les nouveaux, même les M10R par exemple, M10R, M10 monochrome. On a une question de
Florian pour le studio, auquel a commencé à répondre William. William, je fais un petit teaser, c'est William Moureau, donc c'est donc photographe de Montpellier, meilleur ouvrier de France, qui sera avec nous. Laurent, j'ai un doute sur la date, c'est Dans mardi, 15 jours. non, mercredi. Mercredi dans 15 jours. Maître photographe Mercredi. même. Moi, je rajouterais maître Ouais, photographe. maître photographe, qui a utilisé le Q2, SL2 et tout ça en studio, donc, et autres. Non, bien sûr, en Vous studio, bien sûr que ça marche. Encore heureux. Si ça marche en lumière naturelle, de toute façon, ça marche aussi en studio, hein. Moi, c'est en tout cas mon point de vue, hein. Là, je vois, il y a une autre question. Lumière continue. Bah ouais, le petit portrait c'est avec ça, tiens, avec un tout petit LED panel, je peux régler les couleurs. Je l'ai fait avec ça, en fait, avec les moyens du bord, hein. Encore une fois, j'avais 1 minute. Donc voilà, avec ça que je l'ai fait, le portrait de Dante. Moi, j'avais une petite question sur le mode continu. Je sais que c'est pas très utilisé, tu l'utilises pas beaucoup, mais moi aussi. Mais de temps en temps, quand j'utilise, je perds la visée. Alors, je sais pas si c'est à cause de l'obturateur ou si c'est à cause comment dire, du fait que c'est pas un réflexe. Mais est-ce que sur le Q2 c'est pareil ou est-ce que ça a été changé? Moi, en vrai, je ne l'utilise pas assez pour te répondre. Donc, je suis tout le temps en AFS, moi, sincèrement. Donc, je ne suis vraiment pas le plus à l'aise pour te répondre là-dessus. Peut-être que Laurent ou Manu vous pouvez répondre là-dessus. En fait, déjà, c'est lié au système, puisqu'il y a revisualisation des images. Donc, pour ce faire, il faudrait déjà, pour avoir plus de fluidité, il faut déjà se mettre, puisqu'il y a la prise vous parlez dans le texte de la perte de la F ou de la mise au point. La visée. La visée. Donc, la visée, c'est parce qu'il y a relecture déjà. Donc, il faut déjà enlever le mode relecture. Ça, c'était la première chose. Et ensuite, il peut y avoir aussi, à nouveau, l'histoire du buffer et de la carte qui peut aussi ralentir la chose. Donc, si vous enlevez la revisualisation des images et qu'en plus, vous venez avec une carte suffisamment bonne et pas saturer le buffer avec, par exemple, du 10 images par seconde sur un Q, je pense que vous pouvez faire au moins une série d'1 seconde sans problème. OK. À vérifier, je vérifierai et à la rigueur, on se reconnecte un jour. Samedi. Samedi, je viendrai samedi. Samedi, je prends un Q2 demain, je regarde ça. D'accord, merci. Avec la carte adéquate et en faisant une série. On a une question pardon, parce qu'il y a eu un nouveau message, de Christelle, qui est équipée d'un Deluxe 7, génial compact chez nous, et qui nous demande quels pourraient être les avantages qu'elle gagnerait à utiliser un Leica Q2. Alors, comme je disais, le Deluxe 7, c'est un super compact qui a été pensé dans une vue professionnelle. Je dis ça dans le sens des raccourcis boutons qu'on a. Des molettes aussi qu'on a, on ne va pas dans un menu, on a tout à portée de main et c'est vrai qu'en plus il a une super optique. Il a une super optique mais pour cette taille de capteur et c'est vrai que ce que va offrir le Leica Q, c'est une taille de capteur beaucoup plus grande qui va pouvoir nous permettre de travailler plus finement la profondeur de champ, notamment les faibles profondeurs de champ et bien évidemment l'optique a été pensé en fonction de cette taille de surface sensible. Et comme on le disait tout à l'heure, hein, cette optique intégrée au boîtier, c'est une optique, c'est une optique de fou qui va avoir une certaine chromie, qui va avoir un pouvoir de résolution assez extraordinaire. Donc d'ailleurs, petit aparté, mais je le disais tout à l'heure, c'est la même optique sur le Leica Q, sur le Leica Q2, sur le Leica Q2 monochrome. Donc ça veut bien dire que c'est une optique au top. Donc voilà, c'est tout ça que ça va changer. Et c'est vrai que le Leica Q par rapport à un Deluxe 7 aussi va offrir, quand je dis la simplicité, c'est dans l'utilisation. Voilà. Un Deluxe 7, on sait que c'est un compact qui offre énormément d'options. Le Leica Q2, c'est un boîtier qui va nous permettre de faire de la photo, alors de la vidéo aussi, mais on n'a pas toutes ces micro petites options qu'on va avoir sur beaucoup de compacts et donc on va rester focus sur son sujet et pas se perdre. Merci Manu. C'est nous qui te remercions. Non, mais il y a Gabriel là, qui pose une question intéressante à la fin. Là.
Ouais. c'est assez drôle, Gabriel. En fait, je suis jeune photographe. Est-ce que l'investissement vaut le coup pour un lancement de carrière? Évidemment qu'il vaut le coup, mais ce qui est très, très amusant, et c'est souvent les utilisateurs qui en parlent le mieux, c'est le fait qu'en tout cas, il va vous faire grandir. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de travailler différemment. Et comme l'a expliqué si bien Laurent, c'est d'avoir un point de vue et une façon de travailler différente qui peut sûrement vous faire grandir Progresser, dans votre complètement. photographie et vous faire progresser. Tout à fait. Bah, c'est sous réserve, parce que toujours pareil, c'est ce que je dis toujours, sous réserve que vous pratiquiez. Moi, j'ai réussi à bosser, j'étais dans le même cas, hein, Gabriel, c'est Gabriel, hein, c'est ça? J'étais dans le même cas hein, quand je l'ai acheté. C'est mon premier gros investissement de matos. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'ai commencé, j'ai la chance, encore une fois, d'avoir deux, trois potes qui avaient du Canon, qui avaient les mallettes Canon avec tous les optiques fixes, les transstandards et autres. Donc, j'ai pas eu besoin d'acheter. Je me suis acheté un APS-C et après un full frame Canon et j'ai pas eu besoin d'aller plus loin en termes d'investissement. Donc, c'était quelques milliers d'euros, mais c'était pas non plus la mer à boire. Quand j'ai acheté le Q, c'était un gros investissement pour moi, surtout que j'étais à cette époque-là pas du tout dans la même situation comment dire, professionnelle qu'aujourd'hui. Je débarquais quasiment à Marseille, j'avais pas le réseau que je me suis fait aujourd'hui, j'avais pas bossé machin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté ce boîtier-là et je me suis dit, par contre, là, tu investis, mais tu vas t'en servir, mon pote. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis forcé, et encore jusqu'à pas si longtemps, à sortir 2 à 3 fois par semaine pour aller faire de la street photo, pour aller aborder des gens et faire du portrait. En gros, pour le retourner dans tous les sens, mon boîtier. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et le fait est que moi, j'ai progressé. Et les meilleures photos que j'ai faites de, entre guillemets, ma jeune carrière de photographe, c'est au Q. C'est au Q. Et c'est pour ça même, c'est pour ces Benoît, photos. C'est même pour ces photos-là Benoît nous disait la qu'on même m'a appelé. chose. Ouais. Voilà, moi, c'est pour les photos que j'ai fait au Q qu'on m'a appelé et qu'on m'appelle encore aujourd'hui. Que le DA de l'équipe m'a appelé un jour en me disant je suis tombé sur ton site, la série photo ambiance scandale que je vous ai montré, il a kiffé mes portraits noir et blanc bien dégueulasses, avec du grain, etc. etc. Et il m'a dit je t'appelle parce que je veux ton style de photo. Et c'était que des photos que j'avais fait au Q. Donc voilà, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Si vous n'êtes pas habitué au 28, il va y avoir un temps d'adaptation, mais qui vaut le coup, clairement. Parce que, une fois que vous avez pris le truc en main, c'est un petit bijou quoi, que vous avez qui paye pas, qui est discret, et qui fait des images exceptionnelles. Quoi. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Benoît? Parce que du coup, j'ai coupé le partage. Benoît nous dit que clairement, les meilleures images qu'il a fait pour le taf, c'était effectivement au Leica Q et son 28 mm qui t'oblige à repenser ton image différemment. Mais il y a pas mal de messages qui vont dans ce sens-là. Message de Fred que je salue. Et Guillaume résume bien à la fin. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un boîtier que l'on utilise. Et la photo, c'est quoi? C'est faire des photos, pratiquer, l'avoir avec soi et pouvoir, quand on voit des choses, les immortaliser et les faire rentrer dans la boîte. Et tant qu'on n'a pas un boîtier qu'on n'emmène pas, eh ben on a perdu. Le Q2, on l'emmène, on l'a toujours avec soi et on fait des photos. Et du coup, on fait de bonnes images. Après, c'est une démarche aussi, c'est une vision de voir la photo. C'est pour ça que là, j'en reviens à ce que j'ai au tout début, c'est qu'il y a, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais une philosophie, et il y a un vrai rapport, entre guillemets, charnel avec ce boîtier-là. C'est que moi, ça me faisait chier d'avoir plein de matos. Et dans ma vision de la photo, pour moi, un photographe, c'est un mec avec un appareil photo. Et c'est tout, en fait. Et on t'appelle toi, on t'appelle pas pour ton matériel. Souvent, au début, quand j'ai commencé, on me demandait t'as quoi comme boîtier, t'as quoi comme matos? Si on ne m'appelait pas moi, en fait, pour mes photos, on m'appelait pour le matériel que j'avais. Donc, en gros, ce que je leur disais, il y a plein de plans que j'ai refusés. Je leur ai dit, mais en fait, c'est pas moi que vous voulez faire bosser, c'est vous voulez un mec qui a un appareil photo, en fait. Vous voulez pas Laurent Le Crabe, vous voulez un mec qui a un appareil photo. Et du coup, du fait d'avoir chopé ça, le Q et après Q2, c'est mon boîtier que j'ai tout le temps, en fait. Que je me pose même pas la question, j'ai lui. Après, on peut parler d'autres boîtiers qui viendront en complément. Enfin, je ne sais pas si c'est le sujet, si vous Tu as m'autorisez. Tu as eu la question, Laurent, Justement, il y a la par rapport question au qui est S. Voilà. arrivée. Mais moi, depuis, j'ai pris un système SL avec un 50 parce que pour combler, entre guillemets, le vide du Q, notamment pour du portrait.
notamment pour du portrait. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, il y a certains qui l'ont remarqué, ça déforme un petit peu si vous êtes trop près. C'est indéniable que le 28 mm n'est pas une optique portrait, ça se saurait. On peut en faire, c'est possible, je vous ai montré des exemples, mais ce n'est pas, entre guillemets, optimal. C'est pourquoi je suis passé aussi en complément avec un SL, avec un 50 dessus, le 50 f2 à pose Summicron, qui est là pour coup, pour moi, mais c'est bon, je suis baqué, j'ai mes 2 boîtiers, j'ai mon 28, mon 50, je peux couvrir à peu près 95%, 99% des demandes que j'ai. Le seul truc où je devrais, entre guillemets, prendre quelque chose de particulier, c'est si demain, je sais pas, si l'équipe il m'appelle pour faire de la photo d'un match de foot, bah là, ouais, je vais être obligé de repasser sur un gros zoom ou un truc comme ça, parce qu'au 50, ça va être Que compliqué. nenni. Mais bon, c'est le seul cas. Et en vrai, on ne m'appellera jamais pas pour ça parce que c'est pas ce que je fais, en fait. Il y a aussi ça, c'est qu'à un moment donné, les photos que vous produisez vont déterminer ce pourquoi on va vous appeler. Je parle pour les professionnels. C'est aussi nous. Loin de moi l'idée de dire que Leica a réponse à tout, mais si tu prends ton SL, tu le croppes en APS-C, tu mets un 90-280, ça te fera un 420 mm. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, disons que moi, c'est ça qui m'a plu aussi avec le SL. Bon, déjà, le 50, je trouve que c'est un bijou, le 50 à pose Summicron, mais ça, je pense que ça sera plus avec William que vous parlerez de ces sujets-là, parce que moi, bon, ça fait pas non plus 1000 ans que je l'utilise, mais j'ai bossé pour l'équipe, vous pourrez aller voir sur mon Insta, sur un sujet sur les abdominaux, où j'ai pris un jeune homme très musclé, les photos ont eu beaucoup de succès, notamment auprès de la gente féminine, mais comment dire, mais le SL, j'hésitais entre le M et le SL, et toujours pareil pour cette histoire de viseur. Moi, avec ma vue, le M, c'est compliqué. Le SL, quand je mets mon œil dans le viseur d'un SL, je suis au cinéma, en fait. C'est d'un confort pas possible. Et quand on pense un petit peu plus loin, ça sera mon futur investissement, qu'on prend comment dire, une bague d'adaptation pour les optiques M, mais là, en fait, vous ouvrez tout un parc, un champ d'utilisation, parce que vous avez le viseur du SL, vous avez le picking, et dessus, vous pouvez mettre n'importe quelle optique monture M. Mais enfin, c'est la vie, entre guillemets. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce vers quoi je me dirige dans les semaines, mois à venir. Et Geoffroy te demande comment tu gères justement la différence de rendu, ou le rendu en tout cas, entre le SL et le Q. Je les traite exactement de la même façon. La seule chose qui change, c'est que la correction forcément d'aberration de l'objectif, je change la typologie d'objectif, parce qu'il y en a un, c'est un 50 Summicron, l'autre, c'est le 28 Summilux. Dans Lightroom, c'est juste ça qui change. Sinon, je les traite exactement de la même manière. Pour moi, c'est le parfait complément, en fait. En tout cas, en termes de rendu colorimétrique, de piquer, de tout ce que vous voulez, je retrouve la même douceur, en fait, d'image. Je ne sais pas si le terme est bon, encore une fois, ça je ne vous l'ai pas dit, moi je suis totalement autodidacte, je n'ai pas fait d'école, je ne sors pas de l'ENS Lumière ou je ne sais pas d'où, j'ai appris en faisant, et je trouve que c'est des images qui sont douces et que les couleurs sont rendues de manière naturelle. Et j'ai retrouvé ça sur le 50, sur le SL avec le 50 f2. Summicron, qui je trouve est un bijou, quoi. Vraiment un bijou. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Non, j'ai rien adapté. Je regarde en même temps, du coup, j'ai absolument pas changé mon workflow, absolument pas. Je les traite exactement de la même façon. Sincèrement, c'est juste le profil de correction d'objectif qui change dans Lightroom. Alors justement, il y a une question de Pierre par rapport à ça, c'est que normalement, avec le profil intégré à Lightroom, tu n'as pas besoin de le changer, ton profil d'optique. Il le détecte. Il le détecte. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... Pourquoi tu le changes alors, du coup? De quoi? Non, je ne le change pas. C'est le seul truc qui a changé, c'est à cet endroit-là. Sinon, moi, dans ma manière de traiter, toute ma post-prod, en tout cas, mes réglages, que ce soit haute lumière, les ombres, etc., balance des blancs, machin, enfin bref, je la traite exactement sur le Q. Le seul endroit où ça change dans Lightroom, c'est à cet endroit-là, au niveau de la correction de l'objectif. C'est la seule rubrique qui change. Je les traite exactement pareil. Et pour mes clients, j'ai déjà fait, quand je parle de clients, donc c'est l'équipe France Football, donc quand même des gens qui voient de la photo, qui ont une culture photographique et qui ont un certain niveau d'exigence. Là va apparaître des photos dans le même reportage qui ont à la fois été faits au SL50 et au Q2. Hein. Enfin, SL250 et Q2. Hein. C'est transparent pour eux. Mais pour moi, photographe,
c'est complémentaire. Et encore une fois, moi, le mot qui ressortirait, c'est le confort, en fait. C'est une simplicité et un confort d'utilisation, les cas que je n'ai pas retrouvé ailleurs, en fait, parce que trop de boutons, trop compliqué, trop… Enfin, c'est bon, dis-moi où est-ce que je fais ma balance des blancs, où est-ce que je mets mes ISO, où est-ce que je fais ma vitesse et ma focale, et après, je m'en occupe. C'est bon, tu vois. Après, toutes les histoires, c'est ce que je vous disais. Moi, je ne suis pas un technicien. Pour ceux qui ont vraiment des questions techniques, Manu et Laurent sauront bien mieux vous répondre que moi, parce que j'ai une pratique bien définie photographique, et c'est pour celle-là qu'on m'appelle à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de raison d'en changer, en tout cas pour le moment, et pourvu que ça dure, quoi. Pourvu que ça dure. Et merci les gars. Merci à toi. De nouvelles questions? Ah, la bonne vieille question de Loïc, enfin, que beaucoup se posent, parce qu'on dit souvent que sur un certain nombre de photos réalisées, un très petit nombre sont vraiment réussis. Mais c'est Combien qui est de fois vrai. tu shootes par semaine et quelle est ta proportion de réussite? À Alors, ton vous goût. tombez bien parce que j'ai un passé de banquier, donc moi, les chiffres, ça me parle. À toi aussi? Moi, j'ai un passé de banquier. J'ai un passé de banquier. Ah, il y a un monsieur qui nous partage son écran. Là, du coup, Ah, c'est on sympa. va couper le partage. On répond Ouais. juste après, mais il y a un monsieur, je ne sais pas qui Ouais. c'est. Qui est-ce? Alors, Guy, notre ami Guy Tolo. Bah voilà, c'est bon, merci. c'est bon. Et du coup, combien… Bah, idéalement, généralement, avant que je sois papa J'en ai aussi, fait une parce que… fausse manip, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, pas de souci. Pas de souci. Avant, parce que je suis papa depuis 3 semaines, donc ça a changé quand même certaines choses, mais Bravo. avant ces événements, merci beaucoup, avant le confinement, moi je me forçais à sortir minimum 2 à 3 fois par semaine. Pour aller faire quand je dis à sortir, c'est aller faire de la street photo, parce qu'encore une fois, moi c'est de là que je viens, et c'est pour moi mon meilleur terrain de jeu en tout cas. Je sortais 2 à 3 fois par semaine. En moyenne, je suis pas un très très gros déclencheur, et d'ailleurs je me suis calmé depuis que je suis passé chez les cas, parce que tellement je suis sûr de mon coup entre guillemets quand je déclenche, ça m'a fait gagner en confiance en moi, ce qui fait que je déclenche en moyenne 3 fois moins qu'avant. Mais en moyenne, je vais faire 100 photos. Sur 100 photos, je vais en avoir 10 que moi je trouve bien, et 3 que moi je trouve pépites. C'est-à-dire que je vais mettre sur les réseaux sociaux. Hmm. Voilà, Hmm. mon ratio à peu près, moi, c'est ça, en toute transparence, 3%, quoi. Parce que après, moi, je suis aussi très exigeant par rapport à moi-même, par rapport à mon boulot, et quand j'ai un doute, en fait, il n'y a pas de doute, je publie pas, ou alors il faut que ça fasse corps au sein d'une série, mais une photo toute seule, si je suis pas sûr, je la sors pas, quoi. Je la sors pas. Mais c'est 3%. Mais c'est déjà bien, mais en vrai, je pense que c'est à peu près tous les photographes, hein, si on est un peu honnête. Celui qui dit je fais 100 photos, il y en a 50 de bien. Montrez-moi son taf, hein, et montrez-moi montrez-moi ses RAW, montrez-moi ses péloches, on va voir si tout est bon, quoi. Non, mais peut-être que la différence peut se faire sur les fameux 3% dont tu parles, mais basé peut-être sur 100 images à la journée, 200, 300, 1000. Tu vois, c'est Ouais, 1000, bien sûr. j'exagère un peu peut-être, hein. Mais Non, mais si c'est tu une grosse veux, proportion. comment dire, je déclenche 3 fois moins par contre, pour toujours autant de bouts rendus. Si tu veux, à l'époque, quand j'étais chez Canon, j'avais toujours 3 photos pépites et 10 de bien, sauf que j'avais fait 300 photos, quoi. Est-ce que tu crois que c'est justement le mirrorless, le viseur électronique qui t'a permis ça aussi? C'est le viseur électronique, c'est l'ergonomie, si tu veux, comment te dire, je suis sûr de mon coup avec mon boîtier. Il m'a jamais mal surpris en fait. Quand j'ai une mauvaise surprise, quand j'ai foiré une photo, c'était à cause de moi. C'est jamais le matériel qui m'a déçu. Je le connais tellement sur le bout des doigts entre guillemets que je connais ses capacités, que je sais comment le régler pour avoir le rendu que je veux, et qu'il y a plein de photos qu'à l'époque j'aurais fait en me disant allez, je la tente, du style des photos à 6400 ISO, à plus que ça, etc. Alors qu'en fait, pour moi, toujours pareil ce que je fais, je sais que ça sert à rien parce que je l'exploiterai pas. Du coup, c'est des photos que je fais plus. C'est des photos que je fais plus. Ça m'a appris aussi à dire bon bah ok, ça tu l'as vu, mais malheureusement tu es à 28 et tu es à 50 mètres, bah tant pis mec. Enfin, faut aussi accepter ça, c'est qu'avec à 28 tu ne peux pas tout faire. Donc, je trouve intéressant dans la démarche. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment
là, je pars vraiment, on est vraiment dans l'aspect philosophique du truc, mais ça m'a vraiment forcé à avoir un recul et une réflexion sur mon travail, en fait. Et à te dire, mec, tu as un boîtier, tu ne peux pas tout faire avec. Tu peux faire beaucoup de choses, tu ne peux pas tout faire avec. Bah, concentre-toi sur ce que tu peux faire bien, c'est-à-dire capter des belles lumières, avoir des beaux moments d'intimité, capter des belles ambiances, rentrer dans l'intimité des gens, faire ressentir des choses, parce que c'est un boîtier qui, moi en tout cas, c'est des retours que j'ai beaucoup sur Instagram, mais dont les images font ressentir pas mal de choses. Et voilà, et les trucs que tu peux pas faire, bah tu les fais pas, et c'est pas grave. Et en plus, c'est ton capteur qui te dit merci parce que tu lui mets des déclenchements en moins, en fait. Donc ça m'a rendu exigeant, en fait. Ça m'a rendu exigeant. J'aime beaucoup la remarque de Loïc qui dit que pour lui aussi, 3% c'est son pourcentage, mais avec un Leica, il va le multiplier par 10. Ah bah, je te souhaite, je te souhaite. Ça veut faire un petit 30% que tu peux multiplier par 2 avec 2 boîtiers. Voilà, hein, c'est... Bah, c'est vrai ce qu'il dit aussi, il y a Mickaël qui dit avec le Q2, on peut pas tout faire, mais ce qu'il fait, il le fait super bien, mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Alors, il y a un constat qu'on fait quand on fait des workshops, quand on est avec les clients sur des événements, c'est le fait que, parce qu'on accepte évidemment et on accueille sur nos workshops des gens qui ont d'autres produits que Delica, et on se rend compte que le taux de production de gens qui utilisent un Leica est beaucoup moindre que ce qu'on fait quand on utilise un autre boîtier. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est de l'ordre de 20 à 30% seulement de ce que les autres font. Je fais une journée de prise de vue avec quelqu'un qui a un Nikon, un Canon et quelqu'un qui a un Leica. Et à la fin de la journée, celui qui a un Leica en a fait 200 et les autres en ont fait 500, 600, 700. Et mes anciens collègues de mariage, de studio, et William peut le confirmer, eh ben, se rendent compte aussi, c'est-à-dire qu'à la fin de leur journée de production, ils ont fait beaucoup moins de photos que quand ils travaillaient au Canon ou au Nikon. Ah, c'est normal, en même temps, là, je vous fais de la pub, hein, mais comment dire, tu es tellement sûr de ton matériel, en fait, et de tes rendus, que du coup, le doublon, le triplon que tu faisais, histoire d'être sûr au cas où, bah, tu le fais plus, en fait. Tu le fais plus. Moi, les seules fois où je vais doubler, tripler, ça va être sur du portrait. Parce que des fois, bah, je sais pas, il a l'œil qui est un peu entrouvert, le truc, le machin, l'expression, la mouche qui passe à ce moment-là. Enfin, c'est des poncifs, mais voilà, mais c'est les seuls cas. Pour de la street photo, au quotidien, quand je sors ma photo, je fais une photo du plan que je veux faire, quoi, de l'ambiance que je veux faire, et terminé. Pourquoi je vais le faire 2 ou 3 fois alors que je sais qu'elle est bonne? Je le sais qu'elle est bonne. Enfin, donc c'est super agréable aussi. Ça retire, une fois que vous avez passé le cap, que vous l'avez bien pris en main, que vous êtes fait au 28 mm, parce que j'insiste là-dessus, le 28 mm, c'est une optique particulière. Une fois que vous êtes fait à tout ça, c'est du bonheur en fait. C'est du bonheur. Il y a, je pense, pour reparler de, ce nombre d'images bien moins conséquent sur un Leica, je pense aussi qu'il y a Leica a toujours essayé de travailler la manipulation, en tout cas l'ergonomie de ses boîtiers pour être le plus précis possible, ne se concentrer que sur ce qu'on veut faire. C'est là pour ça qu'on retrouve que très peu de boutons, que les menus sont ultra simplifiés. Et donc, du coup, contrairement à d'autres boîtiers qui vont avoir un petit côté calculatrice et puis des menus à sous-menus, sous-sous-menus, à arborescence ultra compliqués, c'est vrai qu'on va avoir besoin de moins d'images pour se rendre compte de savoir si cette image est possible ou pas. Voilà. Les réglages, il n'y en a pas 36. Donc, on règle, on fait l'image, c'est probant, ok, alors je continue, je peux peut-être la doubler, la tripler, mais si on voit tout de suite si c'est pas bon. Et donc, du coup, et c'est ce qui se passait aussi avec un M, et il y a beaucoup d'utilisateurs de Q aujourd'hui qui viennent aussi du M, et avec le M, si on n'est pas concentré, si on n'est pas focus sur son image, on aura beau essayer, voilà. Ah bah, tu as Elle y beaucoup de sera pas déchets, hein. l'image. Quand tu passes au M au début, tu as beaucoup de déchets, ce qui est normal. Mais moi, je prends ma photo, j'ai mon œil dans le viseur, j'ai ma main sur ma bague d'ouverture et c'est les 2 gestes que je fais, quoi. C'est jouer avec mon ouverture et ma vitesse et je suis en permanence dedans et putain, c'est tellement agréable. Il y a un truc, je vous dis, c'est l'objet fait partie de toi, quoi. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé auparavant, je l'avais retrouvé sur aucun boîtier. Hormis sur de l'argentique, par exemple. On retrouve un petit peu une sensation dans la prise de vue, en tout cas argentique.
En tout cas, de mon point de vue. J'ai retrouvé, et il y a une notion qu'on n'a pas parlé, qui est pour moi ultra importante, c'est le plaisir, en fait. C'est que c'est un kiff d'utiliser les KQ. L'objet en lui-même est un bel objet, ça, on est d'accord, mais c'est un vrai plaisir à utiliser. Au niveau ergonomie, les bagues sont ultra, comment dire, confortables. Enfin voilà, ça, on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est un des premiers arguments, c'est que c'est un kiff, c'est un vrai kiff à utiliser, quoi. Et je pense que ça, c'est important quand même, cette notion. On est dans un métier, on est dans une passion. Pour ceux, je pense qu'il doit y avoir des professionnels, on est dans des métiers passion. Si tu n'as pas de plaisir, putain, c'est triste, hein. Surtout vu le prix que ça coûte. Non, mais enfin, tu vois, et ça se ressentira dans ton image. En plus, que tu le veuilles ou non, si tu prends du plaisir à utiliser ton matériel, ça se ressentira dans ton image. C'est obligatoire. C'est obligatoire. J'en ai vu pas mal, hein, moi, des photographes, notamment en manif, hein, des mecs qui bossent pour des grands titres de presse que je ne citerai pas, qui sont posés, casqués, qui ont leur boîtier réflexe sur un trépied avec un 70-200 et la manif elle est à 200 mètres et eux ils sont au 70-200 à 200 mètres. Et tu les vois au début, salut, ça va bien, etc. Tu vois, tu rentres dedans toi et tout. Bah ouais, je suis à 28 mec, si je reste avec toi, je vais pas faire grand chose comme image. Et puis tu le revois 2 heures après, il est saoulé, blasé parce que ça fait 3 heures qu'il fait le planton, il a fait 4 endroits avec son trépied et son 70-200. Ah, c'est sûr que tu te fais chier. Moi, j'en ressors, je suis rincé, je suis vanné, mais j'ai pris mon plaisir. J'ai des putains d'images que lui, avec son 70-200, il n'aurait jamais fait parce qu'il n'est pas allé au cœur. Et ça va, ça a été. Ah ouais, c'était dur, hein. Putain, ça a été long. Putain, t'as trouvé ça long. Moi, j'ai pas trouvé ça long, hein. Tu vois, voilà, c'est. Voilà ce que je peux vous dire, Non, messieurs. c'est top. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, j'espère Messieurs, que... dames. Messieurs, dames, oui, pardon, excusez-moi. Oh là là, c'est vrai que... Messieurs, dames, je Et il y sais a pas Serge si... qui est arrivé un peu en retard et qui demande pour la photo de nuit. On peut dire qu'il se comporte très bien pour deux raisons. C'est que le capteur et l'optique sont, comme l'a dit Manu, totalement liés et conçus l'un pour l'autre avec une grande ouverture. Mais aussi pour une raison simple aussi, c'est que sans avoir besoin de pied, on a une obturation centrale plus une stabilisation optique qui fait qu'on peut faire une photo sans pied au quart de seconde et pour qu'il y ait un peu de dextérité à la seconde. Donc, ça veut dire qu'en photo de nuit, on a une polyvalence et une possibilité énorme de travailler dans des conditions assez extrêmes jusqu'à 6400, sans aucun traitement quasiment, et au-delà en commençant à traiter les bruits et autres. De toute façon, ouais, c'est ça, moi je voulais dire, toutes les photos que vous pouvez voir sur mon site ou sur mon Insta, moi je ne me sers pas de trépied, hein. Donc, si vous voulez des exemples de photos de nuit, j'ai une série La Ville la nuit, il y a plein de photos de nuit, parce que j'adore ça sur mon Insta, il n'y a jamais de trépied, hein. Donc, c'est vraiment... il mange la lumière, ce caillou, c'est exceptionnel. Et si jamais vous voulez voir ce que peut donner le même caillou sur un capteur monochrome, eh ben, rendez-vous samedi parce que moi, il m'a scotché, je l'ai poussé dans ses retranchements et c'est assez scotchant. Ouais, j'ai vu que tu as fait des photos à 100 000 ISO, il me semble. C'est ça, hein, 50 000, 100 000 ISO Ouais, là on a fait. Ouais, on a alors fait des jusqu'à 100 photos à 000, 100 ouais, 000. on a fait ça avec Manu. Ouais. On a fait jusqu'à 100 000. Alors à 100 000, après, c'est chacun a son avis. Mais moi qui suis plutôt comme toi un staccanoviste et qui traite très, très, très peu mes images en numérique derrière, je peux dire que jusqu'à 25 000, sans aucun traitement, c'est ni des Ouais, bruitages ni rien, c'est scotchant. Donc, c'est vraiment cet ensemble optique, capteur, et qui fait qu'on a un produit assez dingue. J'en profite, ouais, Laurent. Ouais, vas-y. Enfin, Laurent, sans vouloir vous couper, j'en profite pour refaire un petit peu de pub pour samedi 15h. N'hésitez pas à vous réinscrire si jamais vous n'avez pas fait. On remontrera, Laurent et moi, des photos monochromes, justement, Q2 monochrome. On verra un petit peu, peut-être qu'on partagera les écrans de Lightroom pour montrer un peu jusqu'où peuvent aller les curseurs. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Ouais, faites-le parce que là, du coup, on a parlé pas mal de mon taf et comment dire, de ma pratique. Mais pour tout l'aspect technique, profitez-en. Vous avez des experts en la matière. Soyez là samedi. En plus, il n'y a rien à faire en ce moment. C'est le confinement. Profitez-en.
je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ça, c'est pour ceux qui télétravaillent encore. Bon, bah, si on a, Plus de si vous questions? en avez On fini est bon? avec les petites questions. Ça Tout fait le monde combien de nous temps? quitte. Il est Donc, déjà 19h05. tout le monde est prêt pour l'apéro, tout le monde nous quitte au fur et Ouais, à c'est mesure. ça, Ils on ont a tous une soif. bonne raison. Putain, En mais fait, moi c'est tous aussi, une bonne raison d'aller boire un coup. je voulais me servir Je un fais une jaune là. spéciale et, dédicace à Sacha qui fête son anniversaire. Voilà. Bon anniversaire. C'est ça qui c'est vraiment Radio Leka ce soir en fait. On fait les Ouais. anniversaires, les ambiances sonores. À la fin, il y a un générique Voilà. qui passe comme Club Dorothée ou pas? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube, notamment, je pense. Et puis, donc, semaine prochaine, alors déjà samedi, on a de nouveau rendez-vous à 15h. Je vous rappelle de vous inscrire. Et puis, semaine prochaine, ça sera autour du Lake AM avec Fred Stussin de chez Pasco & Co. Vous avez pu voir pas mal de choses, pas mal de ces images, alors pour le coup faites en S dans le dernier LFI. Et la semaine d'après, ça sera avec donc William qui nous fera le plaisir d'être avec nous autour du SL2. Donc mercredi, je crois que c'est le 3 ou le 4. Je crois que c'est le 3. Que des pointures. Hein. Là, ils vous ont fait un gros programme, parce que Fred Stussin, un gros boulot. Moi, je le suis en presse. Et William, je connaissais ces images sans connaître le monsieur, ce que je disais tout à l'heure. Grosse pointure. Hein. Ça rigole pas chez les cas. Si tu veux, on va dans l'ordre progressif. On a eu un mauvais au début. Ouais, mais non, mais et on c'est va ce que je monter. voulais. C'est ça. T'as compris le sens de mon truc. Je me suis dit, ouais, putain, qu'est-ce que je fais là, en fait? On est très content d'avoir passé ce temps-là avec toi, en tout cas. Yes, avec merci vous beaucoup. tous, d'ailleurs. Et puis, à très bientôt. Hein. Yes, merci beaucoup. Voilà. Merci Manu, merci Laurent pour la confiance. J'espère que ça vous a plu. Merci Laurent. Pidancé, on attend ta story pour savoir quelle cuvée tu vas nous sortir. Quelle bouteille ce soir? Ce soir, alors j'hésite. J'ai peut-être un Gérard Bertrand. Languedoc, Roussillon, rouge, que j'aime bien et que j'ai encore pas sorti. Ben moi, je vais me servir un pastis bien frais là parce que j'en rêve depuis tout à l'heure. J'ai une pâteuse. Je voulais me le servir avant et j'ai oublié. Tu vois. Et là, vous m'avez fait parler pendant 1h30 sans boire un Et demain coup. soir, ce sera un Jura. Oh putain. Voilà. Je vous préviens déjà. Voilà. Bon, bah très bien. Bah, merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Ciao. Et attention, Ciao. avec modération. Yes. Sortez couverts. Ouais. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Salut. Merci, Ciao, salut. ciao.